Parlons Kinésio est un podcast dédié à la kinésiologie et qui a pour ambition d'explorer cette pratique alliant corps et esprit. Destiné à tous, des praticiens aux curieux, il aborde divers sujets, des techniques de kinésiologie aux témoignages inspirants de transformation personnelle. Avec des invités experts et praticiens, le podcast met en lumière comment la kinésiologie peut aider à gérer le stress, améliorer la performance et favoriser un équilibre harmonieux. Rejoignez cette aventure pour enrichir votre compréhension de la kinésiologie et découvrir ses bienfaits pour une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuelle Hermen, directrice de l'école Corévi Kinésiologie. Kinésiologue expérimentée, formatrice passionnée et profondément engagée dans une approche globale du soin, Emmanuelle relie avec finesse le test musculaire, l'énergétique chinoise et la lecture émotionnelle du corps. Avec elle, on explore une kinésiologie vivante, ancrée et tournée vers la transformation intérieure. Emmanuelle, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir, je suis très heureuse de partager ce petit moment avec toi. Emmanuelle, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Alors oui, moi aujourd'hui je fais beaucoup de formations, je me suis reconvertie très tôt, j'ai été ingénieure de formation, j'ai fait ce que j'appelle une reconversion précoce, non pas que je n'aimais pas mon métier, mais j'avais besoin de temps. Et de temps de qualité à consacrer à mes enfants qui étaient petits. Donc j'avais besoin d'un métier où je puisse choisir mes horaires. Et c'est ça un petit peu qui m'a amenée à la kinésiologie, qui a été vraiment un métier passion. J'ai ce que j'avais appelé longtemps, c'est-à-dire découvrir un métier qui me fasse vibrer, c'est arrivé avec la kinésiologie, ce qui m'a amenée tranquillement à transmettre, à faire de la formation. Deuxième métier passion, la formation, la transmission. Et puis tout naturellement, après avoir enseigné dans une école pendant 10 ans, j'ai créé ma propre école pour pouvoir transmettre à ma manière et puis proposer des modules assez novateurs et appliqués aux demandes finalement très actuelles parce que la kinésiologie elle évolue avec les gens qui y ont recours en fait. Voilà, aujourd'hui j'ai la chance de vivre deux métiers passion en même temps, la kinésiologie et la transmission. On le sait, Emmanuelle, le kinésiologue a une très grande boîte à outils. Et j'avais vraiment envie d'aller un peu explorer le baromètre du comportement avec toi. Qu'est-ce que le baromètre du comportement et d'où vient cet outil ? Le baromètre du comportement, c'est un outil de lecture qui, quand on a appris son alphabet, nous permet vraiment de décrypter, de raconter l'histoire qu'a vécu le consultant. L'histoire physique, l'histoire dont il a conscience, mais aussi l'histoire dont il n'a pas conscience. Nous, on voit arriver en cabinet des personnes qui ont des problématiques, des souffrances diverses. Ça peut être des maux de ventre chroniques, des crises d'angoisse, des insomnies, des difficultés relationnelles. Tout ça se croisant parce qu'une difficulté relationnelle peut créer des crises d'angoisse, des maux de dos, etc. Donc nous, on va aller interroger tout ça. Et un petit peu sur la lignée de ce que nous expliquait Freud, mais aussi la médecine chinoise, on va venir écouter, et c'est vraiment la principale fonction du baromètre du comportement, la manière dont les émotions qu'on vit au présent sont parfois de simples relais des émotions qu'on a enregistrées dans le passé, dont on a eu conscience dans le passé ou pas du tout. Et ce baromètre du comportement, il nous permet d'aller lire les émotions du présent, d'aller lire les émotions du passé, donc du passé proche avec ce qui a été enregistré dans le subconscient, et puis du passé beaucoup plus lointain avec ce qui est enregistré dans l'inconscient. Et là, avec ça, on a la structure du baromètre du comportement. Baromètre du comportement qui se construit en 3 blocs.
les émotions du bloc conscient, les émotions du bloc subconscient, les émotions du bloc inconscient. Tu remarqueras que je t'ai parlé d'émotions alors qu'il s'appelle baromètre du comportement. Première question, pourquoi ? Parce que le baromètre du comportement, il nous explique comment les émotions d'hier et d'aujourd'hui nous maintiennent dans des comportements qui deviennent bien souvent rigides et qui ne sont pas des comportements que nous choisissons. Si je suis timide parce que j'ai appris à être timide dans mon enfance en vivant tout un tas d'émotions lorsque je devais prendre la parole, lorsqu'on m'interrogeait en classe, lorsque je devais répondre à mon père, ma mère, ma grand-mère, lorsque je devais faire une interrogation. Tout ça a généré des stress et donc j'ai appris un comportement qui est alimenté par mon émotion. Le principe est le suivant, si on vient écouter cette émotion qui est à l'origine du comportement et qu'on permet neurologiquement de dissocier l'émotion qui a été complètement fusionnée avec le comportement, eh bien, je pourrais retrouver la possibilité de choisir mon comportement ne sera plus dicté par ce que mon cerveau a enregistré et que j'ai complètement oublié d'ailleurs. Et comment, selon toi, le baromètre du comportement est-il à comprendre dans nos blocages émotionnels et mentaux ? Parce que le baromètre du comportement, il va nous montrer quelque chose, comme un doigt tendu vers la lune. Il nous montre une émotion, sensation qui a été vécue, et puis avec le test musculaire de la kinésiologie, on va mener l'enquête. Et on va aller chercher des infos comme quand a été vécu cet épisode qui m'a suffisamment marqué et qui a inscrit en moi une souffrance. Et puis, avec toutes les techniques d'équilibration de la kinésiologie, on va venir dissiper cette souffrance qui a été enregistrée et qui ne cesse de se rejouer. On dit que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Eh bien, tout simplement, pour tous, on est tous pareils. Quand on a une émotion, quand on est enfant, on se laisse traverser par cette émotion, en l'exprimant, en pleurant, en criant, en tremblant, ou en bougeant. Les enfants expriment leurs émotions en bougeant. Quand on devient adulte, on perd petit à petit cette capacité-là. On immobilise son corps, donc on ne bouge plus, on n'exprime plus ses émotions, donc comme elles ne se sont plus exprimées, eh bien, elles se sont imprimées. Donc nous, notre terrain de jeu, quand on est kinésiologue, c'est de naviguer dans toute cette forêt d'émotions qui ont été imprimées et qui sont finalement prisonnières dans un organe, prisonnières dans un muscle, prisonnières dans un faisceau neurologique. On va écouter ça. Une fois qu'on a été écouter le ressenti émotionnel et physique et que, avec toutes les équilibrations de la kinésiologie, que ce soit, tu en parlais tout à l'heure, la médecine chinoise ou tous les modules émotionnels qu'ont créé Gordon Stokes et Daniel Whiteside dans les années 60-70, qui sont à l'origine du baromètre du comportement, une fois qu'on écoute ces émotions et qu'on réalise les équilibrations, on libère le corps des émotions qui s'étaient inscrites dedans. Et donc, c'est ce qui fait que on peut ne plus avoir mal au ventre à l'idée d'aller en classe, ne plus avoir mal au dos alors qu'on souffre de ces maux de dos depuis des années. Alors, c'est très bizarre. Pour moi, ça a été un vrai choc. Moi qui ai beaucoup souffert de maux de dos, ça a été un vrai choc de me rendre compte que les douleurs de dos, les lumbagos à répétition, trouvaient leur origine dans des chocs émotionnels que j'avais vécus, que j'avais d'ailleurs bien refusés et occultés. À partir du moment où je me suis laissée un peu contre ma volonté traversée par ces émotions difficiles du passé, mes maux de dos ont cessé. Pour moi, c'était un tsunami émotionnel qui a remis en cause tout mon système de croyances très cartésien, parce que moi, je crois ce que je vois et ce que je ressens maintenant. Alors Emmanuel, j'aimerais bien que tu nous aides à naviguer un petit peu dans une des ambiances du baromètre. Est-ce que tu peux prendre un cas concret de séance et venir nous expliquer ce qui se passe ?
Tout à fait. En effet, quand tu m'as dit baromètre du comportement, j'ai dit waouh, baromètre du comportement en podcast avec toutes ces émotions inscrites dans ce baromètre, c'est un exercice compliqué sans support visuel. Donc, j'ai eu envie d'expliquer comment une ambiance, parmi toutes celles que nous propose le baromètre du comportement, peut finalement nous expliquer une situation de vie qui va être vécue plusieurs fois dans une vie ou finalement par toutes les personnes qui vont écouter de ce podcast en vrai, parce que on a tous vécu cette ambiance émotionnelle que je vais un petit peu explorer, que je vais décortiquer. Cette ambiance émotionnelle, c'est une ambiance émotionnelle associée à une équilibration de kinésiologie qu'on appelle l'épuisement des surrénales. Cette ambiance émotionnelle, c'est le chagrin et la culpabilité menant à l'indifférence. Alors là, on commence à aborder quelque chose de très important, c'est que ce baromètre émotionnel, il peut se travailler simplement en allant chercher une émotion dans le baromètre, ou il peut se travailler en allant écouter toute une situation de vie qui a été vécue et qui va être associée à une équilibration en kinésiologie. C'est-à-dire que si le test musculaire me dit cette personne-là, elle a besoin qu'on vienne pratiquer sur elle l'équilibration épuisement des surrénales, d'ores et déjà, si j'ai compris l'ambiance émotionnelle tirée du baromètre, je sais ce que la personne a vécu, je sais ce par quoi elle est passée. Maintenant, j'explique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chagrin et culpabilité menant à l'indifférence. Donc ça, c'est l'émotion. La biologie, ce sera les surrénales, l'épuisement des surrénales, et comment est-ce que ces surrénales vont être fatiguées de fabriquer du cortisol, de fabriquer de la noradrénaline pour préparer les muscles à affronter une situation reconnue comme dangereuse. Bon, alors c'est quoi la situation reconnue comme dangereuse quand on traverse une période de chagrin et de culpabilité menant à l'indifférence? Alors, on se dit, ça veut rien dire ces mots. C'est vrai, ça veut rien dire. C'est mon job de faire en sorte que ça veuille dire quelque chose et que je puisse éclairer ça. Le chagrin et culpabilité dans le baromètre du comportement, il vient nous raconter que on a mené un long combat pour se sentir reconnu dans sa famille, pour avoir une place, pour recevoir de l'amour, et que on a l'impression de ne pas y être parvenu. Et on est alors prêt à faire beaucoup de concessions, beaucoup d'adaptations pour pouvoir être accepté dans son système, être aimé, être reconnu. Un exemple. Prenons l'exemple d'un enfant, adolescent, mettons 15 ans. C'est une séance que j'ai faite à un enfant de 15 ans qui m'a fait vraiment comprendre cette ambiance. Il a vécu la séparation de son système familial. Il y a eu le divorce des parents et puis il a passé un peu plus de temps avec sa mère et ses deux frères et sœurs qu'avec son père. Et donc, il a eu besoin de veiller à ce que sa mère aille bien. Le chagrin et la culpabilité dans son cas, c'était de laisser maman seule. Comment est-ce que je peux laisser maman seule et être responsable du chagrin qu'elle va ressentir et au travers duquel je vais me sentir coupable. Je vais me sentir coupable de faire de la peine à maman. Ce qui peut d'ailleurs réactiver tout le chagrin qu'a vécu cette maman au moment de la séparation et du divorce. Et tout cela est inconscient. Alors, ici, il y a une concession qui a été faite par ce jeune adolescent, c'est que il n'a pas pu, il n'arrivait pas à se consacrer à ses études, à libérer son potentiel, ce qui garantissait de ne pas pouvoir ouvrir la porte de l'avenir, donc de ne pas pouvoir avoir le bac, de ne pas pouvoir faire ses études, et c'était la réponse parfaite pour ne pas faire de peine à maman en partant.
Donc, je m'impose de rester dans le giron familial, ce qui ne m'a absolument pas été demandé par ma maman d'ailleurs, hein. Et ça va me mener, ce chagrin et cette culpabilité, à l'indifférence. C'est quoi cette indifférence? C'est l'indifférence par rapport à moi-même. Pour ne pas me sentir coupable de faire de la peine à maman, je vais entrer en indifférence par rapport à mon corps, par rapport à mes émotions, par rapport à mes pulsions de vie. L'adolescence, c'est un moment où les pulsions de vie sont au plus haut pour me permettre de me préparer un bel avenir et d'aller explorer le monde. Énergétiquement, c'est le moment où il y a un bain hormonal incroyable qui va m'apporter l'énergie de m'insérer dans le monde. Et c'est là où le croisement avec la biologie des surrénales est incroyable. C'est que finalement, toutes ces hormones de cortisol qui permettent au corps de continuer à se bagarrer quand il a mal, de continuer à fuir quand on n'a plus d'énergie, et toute cette noradrénaline qui est et cette adrénaline qui sont des boosters de l'activité vont devenir des toxiques pour le corps. C'est-à-dire que ce qui normalement devrait me servir à mener les combats pour réussir mon intégration dans le monde va finalement intoxiquer mes muscles et générer chez moi une grande fatigue qui va endormir tout mon corps et endormir mon cœur. Donc mes pulsions de vie vont diminuer et on peut voir les adolescents, et cet adolescent-là en particulier, qui va finalement entrer tout doucement, presque d'une manière très sourde, en dépression ou dans un état dépressif, avec un vide de pulsions d'activité, avec peu d'énergie, avec une habitude de ne pas aller vers ce qui pourrait m'intéresser, me captiver, m'animer. Et l'avantage incroyable du baromètre du comportement, c'est que non seulement il nous montre l'émotion de stress, mais il nous montre aussi l'émotion ressource. C'est-à-dire, si je dépasse cette difficulté, quelle va être la ressource? La ressource, ce sera l'égalité menant à l'accord et l'harmonie. Je suis entrée en indifférence avec mon corps qui, lui, a envie de bouger et d'aller vers la vie. Je suis entrée en indifférence avec mes émotions. Pour ne pas faire de peine à maman, j'ai moi-même une grande peine de ne pas vivre ce que je pourrais vivre et une grande culpabilité, pas vis-à-vis de ma maman, mais vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon propre destin, parce que je suis en train de faire envers moi-même une grande offense quand je me prive de mes pulsions de vie pour ne pas faire de peine. Et là, on est sur un comportement totalement humain. Un animal, quand il n'est pas bien à un endroit, il s'en va. L'humain, quand il n'est pas bien à un endroit, il reste pour rester en lien avec les personnes qu'il aime, pour ne pas blesser les personnes qu'il aime. Donc c'est cette émotion ressource, égalité, c'est j'ai les mêmes chances que tout le monde. Et finalement, je suis à égalité avec maman. J'ai autant le droit de maman, autant le droit d'avoir une belle vie que maman. Et puis l'accord et l'harmonie, c'est quoi? C'est que finalement, pour être en accord et en harmonie avec maman, je vais faire des concessions. Mais ce que nous dit le baromètre du comportement, c'est que finalement, pour être en accord et harmonie véritable avec l'autre, il ne s'agit pas de s'éteindre, il ne s'agit pas d'éteindre son accord à soi. C'est quoi un accord? Un accord, c'est deux notes de musique. Chacun exprime sa note de musique et les deux ensemble forment un joli son. Eh bien, impossible de générer un bel accord si l'un éteint son son. Et le faux accord, ce que moi j'appelle le faux accord qui ne génère pas la véritable harmonie, c'est de s'éteindre pour n'entendre que la note de celui qu'on aime. La véritable harmonie, le véritable accord, et ce qui nous fait nous sentir heureux dans la relation, c'est que chacun joue sa note et que les deux notes puissent être entendues ensemble. Voilà le véritable accord et la véritable
harmonie. Et ça, c'est finalement la direction vers laquelle on va emmener cet adolescent et lui ouvrir un champ, lui dire mais il est tout à fait possible que tu puisses toi te permettre de vivre ce qui va te faire sentir vivant et que ta maman puisse aussi vivre sa vie et se sentir vivante. Et à ce moment-là, depuis chacun votre belle note, vous allez pouvoir vous rencontrer et entrer en harmonie, sans qu'il y ait de sacrifice, de compromis de manque à vivre d'un côté ou de l'autre. Emmanuel, je voudrais que tu reviennes un petit peu sur ton vécu personnel avec le baromètre du comportement. Est-ce que tu peux nous partager ton ressenti et également ta vision de l'outil, de son évolution? Alors, mon ressenti par rapport à ce baromètre, c'est que c'est toujours très intéressant pour moi de voir, quand j'accueille les premiers arrivants en kinésiologie, je me prête toujours à l'exercice. Et j'invite les stagiaires à tester l'émotion sur moi pour s'entraîner, puisqu'on fait beaucoup de pratiques. Et je teste l'émotion sur eux et je leur dis, voilà, maintenant vous allez venir chercher ce qui se passe en moi. Pour leur montrer que des émotions, on en a 300 qui nous traversent par jour et que finalement, il y a toujours un gap entre ce dont on a conscience. Très peu finalement, les émotions dont on a conscience dans une journée, c'est 10 et encore, c'est un beau score, alors que 300 nous traversent. C'est toujours intéressant pour moi de voir la pertinence du baromètre du comportement et comment ce baromètre du comportement peut m'éclairer sur ma réalité émotionnelle. Par exemple, la dernière expérience que j'ai, parce que moi je vis avec ce baromètre du comportement, même si c'est pas le seul, c'est une situation où la personne me dit c'était une ambiance de colère. Alors attends, je vais essayer de te retrouver l'émotion qui était sortie. Voilà, c'était dans l'antagonisme, je me sens indignée. Ok. Et effectivement, voilà, j'ai été amenée à mettre fin à une collaboration parce que je me suis rendu compte que la prestation n'était pas remplie. Ce qui arrive, ça s'appelle la vie professionnelle. Et ça a généré chez moi beaucoup de colère et beaucoup d'indignation parce que ce qui devait être fait par la personne en qui j'avais toute confiance n'avait pas été réalisé. Et ce baromètre du comportement mélangé avec une récession d'âge nous a indiqué que finalement ça résonnait avec une situation antérieure que je n'avais pas du tout identifiée. C'est que simplement cette personne avec qui j'ai arrêté la collaboration portait le même prénom qu'une personne qui a été très très chère à mon cœur, un grand ami qui est décédé du jour au lendemain d'un infarctus. Et j'ai ressenti une grande colère parce que pour moi, c'était pas juste que cette personne meure. Et j'ai été très indignée par ce départ. Moi, j'avais conscience d'être en colère après la personne avec qui je travaillais. J'avais aucune conscience de la résurgence de cette colère qui était complètement masquée. Et ça m'a permis de libérer cette émotion-là et d'avoir un comportement qui était beaucoup plus juste et de ne plus être envahi par cette émotion de colère et d'indignation qui est en vrai facile à vivre pour personne. De l'autre côté de indigné dans l'antagonisme, j'ai dit colère mais c'est antagonisme parce que j'étais pas d'accord avec ce qui s'est passé. On a le fait de se sentir valable dans l'acceptation. D'accord, j'accepte de m'être trompée sur cette collaboration et ça n'enlève pas le fait que je sois quand même une personne valable. Et pour la scène qui était cachée, c'était j'accepte le départ de cet ami cher à mon cœur et je reste une personne valable. Parce que quand on perd quelqu'un, bien souvent, on a l'impression que si on avait été suffisamment valable, la personne ne serait pas partie. Ce qui n'a pas de sens, mais on est sur une réalité émotionnelle, pas sur une réalité logique, mentale.
Et évidemment que cet ami n'est pas mort, n'a pas choisi de partir parce que j'étais pas valable. Mais dans la réalité émotionnelle, il n'y a aucune logique, malheureusement, sinon ce serait simple. C'est vrai que le baromètre du comportement est un formidable outil qui permet de réelles prises de conscience et d'aller aussi à la découverte d'émotions profondes. C'est aussi un outil qu'on ne connaît pas. Moi-même, je l'ai découvert en formation de kinésiologie et durant des séances que j'ai reçues. Est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditeurs, pour aller un peu plus loin à la découverte de cet outil, des lectures, des vidéos, des contenus pour la découverte du baromètre du comportement? Alors, à part dans les formations en kinésiologie, on ne le retrouve pas tellement, ce baromètre du comportement, raison pour laquelle j'ai fait une conférence filmée qui est disponible, ouverte à tous, sur YouTube, que vous pouvez retrouver sur le site de notre école Corévie, et vous allez tout comprendre. J'explique chaque émotion du baromètre du comportement et sa ressource. Si on s'intéresse aux émotions du bloc conscient, on a l'antagonisme. L'antagonisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire être contre. Mais être contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je suis contre moi? Ah, quand je suis contre moi, ça peut être à l'origine de certaines maladies auto-immunes où mon système immunitaire se retourne contre moi. Mais peut-être que je suis contre les autres parce que je ne suis pas d'accord avec leur comportement, mais peut-être que ce sont les autres qui sont contre moi. Et peut-être que ce sont les autres qui sont contre eux-mêmes. J'assiste à l'autocritique. Je suis un enfant et j'assiste à une maman qui s'autocritique elle-même. Elle est contre elle-même. J'apprends à m'autocritiquer moi-même. Et la dernière possibilité, c'est les autres contre les autres. Je suis enfant, je suis spectateur et j'assiste que papa est contre maman ou que maman est contre papa. Voilà la manière dont le baromètre du comportement peut déjà nous expliquer le contexte que vit l'enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vivre dans cet antagonisme? On va vivre le fait de se sentir attaqué si les autres sont contre moi, le fait de se sentir ennuyé, agacé, le fait de se sentir contesté, remis en question à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose contre l'idée que j'évoque. Je vais me sentir accablé, surchargé, indigné du fait qu'on n'adhère pas à mes idées, inadéquates. On trouve que je n'ai pas la bonne idée, que je ne suis pas la bonne personne. Je vais être contrarié, irrité. Leur antagonisme va me faire avoir un comportement opposant et résistant. Et après, ça marche par étapes. D'abord, je suis contre. À force d'être contre, ça va générer en moi de la colère. Non seulement je suis contre toi, mais en plus, maintenant, j'ai de la colère envers toi. Et puis, ensuite va arriver le ressentiment. J'ai de la colère envers toi maintenant. Donc, on s'est dit ce qu'on avait à se dire, on n'est pas d'accord, j'ai ressenti une grosse émotion de colère, mais 2 heures après, quand j'en parle à ma femme, là, c'est plus la colère, c'est le ressentiment. Je me resserre le sentiment de colère. Je revis mon sentiment, c'est le ressentiment. Et puis, on va avoir les émotions ressources. La ressource du ressentiment, c'est l'intérêt. Si j'arrive de nouveau à me connecter sur le fait que je t'en veux, mais t'es quand même intéressant et je me souviens que j'ai vécu des choses intéressantes avec toi, ça va me déporter de mon ressentiment. L'antidote de la colère, c'est la disposition et le vouloir. Si j'arrive à m'intéresser à une autre personne ou à une autre activité, ça va me déporter de la colère que j'ai envers une personne. Et la ressource de l'antagonisme, c'est l'acceptation. Quand j'arrive de nouveau à accepter que même si tu n'es pas d'accord avec moi sur certains points, il y a peut-être des points sur lesquels nous sommes en accord. Il y a peut-être même plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous éloignent. Voilà un petit peu la dynamique du baromètre du comportement. Merci beaucoup Emmanuelle. Comme j'expliquais au tout début du podcast, tu es dirigeante d'une école de kinésiologie, Corévie. Est-ce que tu peux nous partager des événements, des masterclass, des choses que tu organises en ce moment pour Corévie?
Alors, là, notre dernier bébé, parce qu'on est très novateur et créateur de modules, c'est un module sur la périnatalité. Il y en a déjà un qui existe de 4 jours et on est en train de faire naître le deuxième, si je puis dire. Donc, en travaillant sur des protocoles comme la gémilité, sur le placenta, sur le cordon ombilical, sur une manière de réinformer les matrices périnatales pour nous permettre de vivre autrement la manière dont on vit nos blocages. Quand je suis face à un mur, quelle est ma réaction ? Est-ce que j'attends que quelqu'un vienne me sauver ? Est-ce que j'enjambe le mur ? Voilà, on va travailler sur toutes ces problématiques-là avec un nouveau baromètre qu'on est en train de créer. Tu vois, cette kinésio, elle est tellement évolutive que le premier baromètre, c'était la roue des émotions. Ensuite, il y a eu le baromètre du comportement. Ensuite, il y a eu le baromètre de motivation, le baromètre du développement, le baromètre relationnel. Et là, on vient de créer un tout nouveau baromètre qui est un baromètre spécifique, baromètre programmation périnatale, qui sert à écouter l'histoire que j'ai vécue tout bébé, et la manière dont ça a conditionné ma manière de faire face aux épreuves de la vie. Donc ça, c'est vraiment notre dernier bébé. Après, on est en train de préparer tout un cursus sur le transgénérationnel. Et puis, on propose des formations en énéagramme. Et puis, on a nos prochaines rentrées pour devenir kinésiologue. Donc, comment on fait ? On peut venir assister à des portes ouvertes. On peut venir assister à une journée de cours pour capter l'ambiance de l'école, l'ambiance du formateur, discuter avec les autres stagiaires. Cette journée de cours, elle est gratuite, hein, nous on aime bien, c'est l'occasion vraiment de se rencontrer et puis de voir comment ça marche dans la vraie vie. Parce que les portes ouvertes, on explique, mais on n'expérimente pas. Quand on vient assister à une journée de cours, on expérimente, on est dans le bain. Et puis, en termes d'actualité, il y a d'autres modules qui se préparent, notamment un module de 5 jours sur les traumatismes, parce que finalement, c'est quelque chose en kinésiologie qu'on explore en permanence, sans jamais vraiment le nommer. Donc, je parlais tout à l'heure du protocole des surrénales. Et bien, ce protocole des surrénales, il est très lié au fonctionnement du système parasympathique, orthosympathique et au fonctionnement du système vagal, en fait, tout le nerf vague. Donc, le nerf vague, c'est celui qui va arrêter de bien fonctionner quand on vit un traumatisme. Et c'est aussi celui qui va perturber le fonctionnement de tout le système intestinal, de tout le système digestif, dans lequel il y a une incroyable richesse au niveau de la flore intestinale qui va alimenter mon système immunitaire, mais ce nerf vague, il va envoyer des informations en permanence à mon cerveau. Eh bien, serait-il possible, on sait aujourd'hui que oui, que les dépressions soient aussi causées par ce qui se passe dans mes intestins. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai envie de traiter dans ce prochain module qui s'appellera kinésiologie et traumatisme et qui va arriver d'ici, pas plus d'une petite année. Voilà. Et je serais ravie de t'accueillir pour un deuxième épisode pour parler du nerf vague et de ce nouveau module. Un grand merci à toi pour ce beau dialogue. C'était pas évident, pas facile du tout d'aborder le baromètre du comportement sans support visuel. Et je vais partager la vidéo dont tu parlais tout à l'heure, où tu expliquais un petit peu, étape par étape, l'ensemble des ambiances du baromètre du comportement. Je la mettrai en descriptif de la vidéo YouTube. Merci également à nos chers auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous écouter sur YouTube et sur Spotify. Continuez de diffuser nos épisodes autour de vous. Cela nous aide énormément. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Kinésio. Merci Asma.